Je m'appelle Tony Carter et si vous me demandez ma vie, je vous dirai qu'elle ressemble à une longue route poussiéreuse rouge dans ma ville natale du Texas. Directe, rude, mais toujours avec des arrêts chaleureux qui m'empêchent de me perdre. J'ai 32 ans maintenant, un vétéran qui a été démobilisé après 8 ans à rouler dans des terres lointaines où chaque jour était une bataille avec moi-même. De nos jours, je dirige une petite entreprise de services de sécurité à la périphérie de Dallas, spécialisée dans la protection des entreprises locales contre les ennuis indésirables. Ma vie est simple. Me lever tôt, faire de l'exercice, travailler dur et ne jamais me vanter. Je n'ai pas besoin de voiture de luxe ou de manoir. Un vieux pick-up et un petit appartement me suffisent. Mais derrière cet extérieur simple, je porte des leçons précieuses de mes grands-parents paternels, ceux qui ont sauvé mon enfance de la froideur de ma propre famille de chair et de sang. Laissez-moi vous raconter depuis le début, car tout commence là. Je suis né et j'ai grandi dans une petite ville près de la frontière texane où le ciel est si vaste qu'il vous donne l'impression d'être juste un grain de sable. Mon père, Johnny Carter, était un homme d'affaires prospère, du moins sur le papier. Il dirigeait une société immobilière, toujours occupé par de gros contrats, de longs voyages d'affaires et des cocktails où il se vantait de son empire. Ma mère, Diane, était une architecte d'intérieur renommée avec des clients issus de la haute société. Ils se sont rencontrés à l'université, se sont mariés jeunes et se sont rapidement plongés dans le tourbillon de l'argent et de la célébrité. Mon frère Jason, il a 3 ans de plus que moi, et je suis né dans le cadre de l'image de la famille parfaite. Mais en réalité, nous n'étions que des décorations oubliées. Je me souviens clairement de ces soirées solitaires dans la grande maison que mes parents avaient achetée avec des prêts bancaires. Jason et moi nous asseyions devant la télévision, attendant que maman et papa rentrent de réunions tardives. Papa rentrait souvent en sentant l'alcool, marmonnant à propos d'une certaine opportunité en or, puis se réfugiant dans son bureau. Maman serait épuisée, les yeux rouges par le surmenage, mais elle essaierait toujours de sourire et de nous dire « Maman construit un avenir pour vous les enfants ». Construire un avenir, me suis-je dit. Mais cet avenir n'incluait pas de nous serrer dans ses bras pour nous endormir ou de nous écouter parler de notre journée d'école. Ils nous ont négligés non pas à cause de la pauvreté, mais à cause de l'ambition. Jason, mon frère, a suivi leur exemple très tôt. Il aimait les choses tape à accent grave-l'œil, les nouveaux vélos, les vêtements de créateurs, et essayait toujours de plaire à maman et papa en affichant ses réussites académiques. Quant à moi, j'étais plus calme, préférant m'asseoir seul à lire des livres ou à courir dans les champs. Mais au fond, je désirais la chaleur familiale, quelque chose que maman et papa ne pourraient jamais fournir. Heureusement, j'ai reçu cette affection de mes grands-parents paternels. Ils étaient comme une brise fraîche dans un désert torride. Papy Walter Carter et mamie Margaret ont été ceux qui ont tout changé. Ils vivaient dans un grand ranch non loin de notre maison où ils avaient construit un empire massif de transport et de logistique. Blue East Star Logistics, le nom résonne désormais dans tout le sud des États-Unis avec des centaines de camions transportant des marchandises à travers les États et des entrepôts modernes. Mais mes grands-parents n'étaient pas du genre à se vanter. Papy, un homme grand aux cheveux blancs et aux yeux vifs, portait toujours une vieille chemise et un jean délavé. Mamie était douce avec un sourire chaleureux et des tartes faites maison. Ils ont cofondé l'entreprise dans les années 1960, commençant avec un vieux camion et un rêve d'indépendance. Ils m'ont appris que le succès n'est pas l'argent à la banque, mais l'intégrité et l'effort sans relâche. La première fois que je me suis vraiment lié d'amitié avec mes grands-parents, c'était quand j'avais 8 ans. C'était un après-midi d'été étouffant et maman et papa se disputaient bruyamment à propos d'argent. Papa voulait investir dans un projet risqué. Maman était inquiète des dettes. Ils se criaient dessus, oubliant que Jason et moi étions assis dans le salon. Jason a éclaté en sanglots et je suis sorti de la maison, pédalant mon vélo droit vers le ranch de mes grands-parents. Quand je suis arrivé, en sueur et les larmes aux yeux, papy réparait un vieux tracteur. Il m'a regardé, n'a rien dit, m'a juste tendu une clé et a dit « Aide-moi, petit-fils. Le travail manuel te clarifiera les idées. » Nous avons travaillé jusqu'à la tombée de la nuit, et quand mamie nous a appelés pour le dîner, j'ai eu l'impression d'être embrassé par une vraie famille. Mamie a fait un barbecue texan traditionnel avec du pain de maïs et une salade fraîche. Ils n'ont pas posé de questions sur la dispute à la maison. Au lieu de cela, papy a raconté des histoires de leur début. Mamie et moi sommes partis de rien, Tony. Personne ne nous a aidés, juste nos mains et notre foi. Ne compte jamais sur les autres, mon fils. À partir de ce moment-là,
j'ai commencé à passer la plupart de mon temps libre au ranch. Maman et papa n'ont pas objecté. Peut-être qu'ils étaient contents de ne pas avoir à nous surveiller. Jason venait parfois, mais il a rapidement abandonné parce qu'il trouvait cela trop ennuyeux. Mais j'étais accro. Papy m'a appris à conduire de petits camions, à réparer des machines et à gérer des entrepôts. Les affaires ne consistent pas à tricher, mon fils, disait-il souvent, sa voix chaleureuse mais ferme. Il s'agit de bâtir la confiance. Une promesse est une promesse. Mamie m'a appris à être une personne, à cuisiner, à cultiver le jardin, et à écouter les autres. Elle m'a parlé de leurs difficultés dans leur jeunesse quand ils devaient emprunter de l'argent pour acheter leur premier camion et comment ils l'ont remboursé à temps, même si cela signifiait avoir faim. L'indépendance est la clé, Tony, a-t-elle dit. Ne laisse pas l'argent te contrôler. Contrôle l'argent. Ces leçons m'ont imprégné comme une pluie battante dans le sol. Quand j'étais au lycée, maman et papa ont commencé à avoir des problèmes financiers. La société de papa a fait de mauvais investissements et ils ont dû emprunter à mes grands-parents. J'ai entendu des conversations tendues. Papa suppliant papy de lui prêter de l'argent, promettant un remboursement rapide, mais le retardant ensuite. Maman pleurant auprès de mamie, se plaignant des pressions de la vie. Mes grands-parents ont aidé, mais pas sans condition. Ils exigeaient la transparence financière. Et papy a dit un jour sans détour, « Johnny, tu dois apprendre à vivre de manière responsable. L'argent n'est pas tout. » Papa s'est mis en colère, traitant papy d'avare et de démodé. Et à partir de ce moment-là, leur relation s'est détériorée. Jason, alors adolescent, a commencé à suivre l'exemple de papa. Il aimait dépenser de manière extravagante, empruntant à ses grands-parents pour des achats de luxe, mais montrant rarement de gratitude. Ensuite, il y a l'oncle Marc, le frère cadet de mon père. Mon oncle, qui est une autre histoire. Il vit loin en Angleterre, travaillant pour une société financière. Il rend rarement visite, mais quand il le fait, il apporte des cadeaux coûteux et des histoires de vie luxueuses. Je n'étais pas proche de lui. Il regardait toujours mes grands-parents avec des yeux calculateurs, posant des questions sur les actifs et l'entreprise. Papy m'a un jour murmuré, « Marc est un enfant avide, Tony. J'espère que tu ne seras pas comme ça. » J'ai hoché la tête, mais je ne comprenais pas entièrement. Ensuite, le majordome des grands-parents, M. Samuel Brox, un homme loyal d'âge moyen qui travaillait pour eux depuis plus de 20 ans, me parlait souvent de l'oncle Marc. « Jeune maître, votre oncle Marc pose beaucoup de questions sur le coffre-fort et les documents. Heureusement, vos grands-parents ont toujours des plans minutieux. » Progressivement, j'ai réalisé le contraste frappant entre mes grands-parents et le reste de la famille. Ils vivaient simplement. Le ranch était grand mais pas luxueux avec de vieux meubles pleins de souvenirs. Ils faisaient des dons à des œuvres de bienfaisance, soutenaient la communauté locale et investissaient dans l'entreprise pour créer des emplois pour des centaines de personnes. Pendant ce temps, mes parents recherchaient toujours le prestige, de plus grandes maisons, des voitures plus neuves, mais les dettes s'accumulaient. Jason est devenu une version plus jeune de papa. Voyant, pensant rarement aux autres. Grâce à mes grands-parents, j'ai choisi une autre voie. Après le lycée, je me suis engagé dans l'armée, apprenant la discipline et les principes. Ces années dans l'armée m'ont fait terriblement leur manquer. Je leur écrivais des lettres chaque semaine pour partager des nouvelles de ma vie, et ils répondaient toujours avec des conseils sincères. Quand j'ai été démobilisé et que j'ai lancé mon entreprise de sécurité, papy a été le premier à me soutenir. Il a embauché mon entreprise pour protéger les entrepôts de Blue East Star Logistics, même si j'ai insisté pour ne pas facturer. C'est une affaire, Tony, a-t-il ri. Je te fais confiance, tu vas bien t'en sortir. Mamie m'a envoyé des cookies et des vœux de succès. Ils sont devenus mes piliers spirituels, surtout quand maman et papa ont commencé à me faire pression. Ils voulaient que je rejoigne l'entreprise familiale, mais j'ai refusé parce que je voyais clairement la cupidité là-bas. La société de mon père, une entreprise immobilière en déclin, avait toujours besoin de sang neuf, comme le disait papa. Il m'appelait chaque semaine, sa voix mêlant douceur et coercition. « Tony, tu es le plus jeune fils. Tu dois penser à la famille. Jason m'aide déjà. C'est à ton tour. » Mais je savais mieux que quiconque. Jason, mon frère, avait rejoint l'année dernière, et depuis, il avait complètement changé. Il conduisait des voitures de luxe,
portait des vêtements de créateur, mais j'avais entendu des rumeurs selon lesquelles l'entreprise sombrait dans les dettes à cause de décisions risquées. Maman et papa empruntaient de plus en plus à mes grands-parents paternels, promettant de rembourser, mais retardant toujours. J'ai refusé et chaque fois maman pleurait au téléphone, « Tu n'aimes pas la famille, Tony ? Nous avons besoin de toi. » Mon cœur me faisait mal, mais je me souvenais des mots de papy. « Ne laisse pas les émotions brouiller tes principes, mon fils ?» J'ai choisi de rester avec ma petite entreprise où tout était clair, sans les ombres de la cupidité. La vie a continué ainsi, paisible mais pleine de sens. J'appelais mes grands-parents chaque semaine pour leur parler des nouveaux contrats. Des employés que j'entraînais. Papy riait de bon cœur au téléphone. « Tu t'en sors très bien, Tony. Rappelle-toi, la sécurité ne consiste pas seulement à verrouiller les portes. Il s'agit de protéger la confiance. » Mamie s'inquiétait de ma santé, m'envoyant des photos du potager qu'elle cultivait elle-même. Il prévoyait des vacances à Hawaï, les premières depuis de nombreuses années après avoir été occupée par l'entreprise. « Nous devons nous détendre un peu », a-t-elle dit, sa voix chaleureuse. « Prends soin de toi. » J'ai hoché la tête, contente qu'ils prennent enfin du temps pour eux. Mais je ne m'attendais jamais à ce que ce soit la dernière fois que j'entendrais leur voix. Je ne m'attendais jamais à ce que, quelques jours plus tard, mon monde s'effondre. Ce matin-là, j'étais au bureau en train de vérifier les systèmes de caméra pour un client quand le téléphone a sonné. C'était papa. Sa voix tremblait, pas de chagrin, mais de panique. Tony, papy et mamie, leur avion s'est écrasé. Aucun miracle ne s'est produit. Je suis resté figé, le téléphone manquant de me glisser des mains. Mon cœur battait comme s'il était serré. Pourquoi l'avion s'est-il écrasé? Il partait en vacances, pas au combat. Je me suis précipité hors du bureau, conduisant comme un fou vers le ranch. Sur le chemin, les souvenirs ont refait surface. Les après-midi à réparer le tracteur avec papy. Les tartes que mamie préparait, leur sourire quand je parlais de l'armée. Les larmes brouillaient ma vision, mais je serrais les dents, me disant de rester forte. C'est ce qu'il m'avait appris. Quand je suis arrivé, le ranch était rempli de monde. Maman était assise dans un coin, en sanglots. Le visage de papa était rougeau, il faisait les 100 pas tout en parlant au téléphone avec des avocats. Jason se tenait silencieusement dans un coin, le visage pâle, mais ses yeux parcouraient la maison comme s'il calculait secrètement. L'oncle Marc, le frère cadet de papa, vivant en Angleterre, est revenu dès qu'il l'a appris. Papa m'a dit de le chercher à l'aéroport. Quand je suis arrivé, il était assis dans la salle d'attente avec une grosse valise à côté de lui. Me voyant, il s'est approché pour un câlin maladroit et a dit, « C'est horrible, Tony, mais tu dois être fort. Nous devons être forts et unis. » Cela semblait émouvant, mais j'ai quand même détecté la fausseté dans sa voix. Quand ils étaient vivants, ils venaient rarement, ne téléphonaient que de temps en temps pour demander des comptes. Et je savais qu'ils revenaient cette fois non seulement pour les funérailles, mais dans le but d'obtenir leur fortune colossale. Les funérailles ont été arrangées rapidement selon leurs souhaits. Simple, à l'église locale. Des centaines sont venus, employés de l'entreprise, amis, voisins. Ils ont partagé des histoires sur eux. Comment papy a aidé les agriculteurs locaux. Comment mamie a organisé des œuvres de charité pour les enfants pauvres. Je me tenais près des cercueils, les poings serrés, essayant de retenir mes larmes. Papa a pris la parole, la voix stridente. Mes parents étaient de grandes personnes laissant un héritage pour la prochaine génération. Mais je l'ai vu jeter un coup d'œil à Jason et à l'oncle Marc comme s'il leur murmurait quelque chose. Maman a pleuré sincèrement, mais en mélangeant des questions sur les biens. L'oncle Marc a légèrement demandé au majordome, Samuel, la clé du coffre-fort. L'atmosphère des funérailles était lourde, non seulement à cause du chagrin, mais aussi à cause des ombres qui rôdaient. Quelques jours après les funérailles, nous avons été convoqués au bureau de l'avocat. C'était un vieux bâtiment dans le centre-ville de Dallas, sentant le papier et le café éventé. L'avocat Matthew, un homme d'âge mûr avec des lunettes épaisses, un vieil ami de papy, nous a accueillis gravement. Nous nous sommes assis autour de la table de conférence, moi, maman et papa, Jason, oncle Marc, et le majordome Samuel, invité en tant que témoin. Mon cœur battait la chamade, pas à cause de l'anticipation d'un héritage auquel je n'avais jamais pensé, mais par inquiétude quant au respect de leur volonté. Papa s'est assis droit,
les yeux brillants. J'espère que le testament est juste. L'oncle Marc a hoché la tête, les poings serrés comme s'il était prêt à se battre. L'avocat Matthew a ouvert l'enveloppe, sa voix calme. Le testament a été rédigé il y a 2 ans, mis à jour pour la dernière fois il y a 6 mois. M. Walter et Madame Margaret Carter lèguent l'intégralité de leur succession, y compris les liquidités, les biens immobiliers, les actions de Blue East Star Logistics, estimées à plus de 40 millions de dollars américains, à leur petit-fils, Anthony Carter. Un silence de mort a enveloppé la pièce. J'étais stupéfaite, mes oreilles bourdonnaient. Tout cela, je n'en avais jamais rêvé. Papa s'est levé d'un bond, le visage violet de rage. Quoi? C'est absurde, Tony. As-tu manipulé? Maman a éclaté en sanglots. Mon fils, qu'as-tu fait? Jason me lançait un regard de haine. Combien de fois t'es-tu faufilé pour les voir? Les as-tu convaincus? L'oncle Marc a ricané. Ça doit être une erreur. Il faut vérifier à nouveau. Je suis restée assise là, le cœur battant, me sentant comme si j'avais reçu un coup de poing dans la poitrine. Je n'avais manipulé personne. Je les aimais sincèrement, pas pour l'argent. L'avocat Matthew a levé la main. S'il vous plaît, calmez-vous. M. Walter a laissé une explication vidéo. Il a allumé le projecteur et le visage de Papy est apparu à l'écran avec Mamie à ses côtés. La voix de Papy résonna, chaleureuse mais ferme. Si vous regardez ceci, cela signifie que nous sommes partis. Nous vous aimons tous, mais ce testament est notre décision finale. Tony est le seul qui vit selon les valeurs que nous avons enseignées. Indépendance, intégrité, pas de cupidité. Il a pris soin de nous sincèrement sans exploiter. Johnny, Diane, Jason, Mark. Vous avez emprunté plusieurs fois, promis, mais pas tenu parole. Nous avons clairement vu la cupidité. Alors Margaret et moi avons décidé de laisser Tony protéger cet héritage. Mamie a ajouté, les yeux brillants. Nous faisons confiance à Tony. S'il vous plaît, respectez cette décision. La pièce a explosé. Papa a crié. Le vieil homme est devenu fou. Nous allons porter plainte. Maman a pleuré. Tony, tu dois partager. Nous sommes une famille. Jason s'est jeté sur moi. Signe le transfert. Nous gérons ensemble. Je promets de te donner une juste part. L'oncle Marc est intervenu. Oui, Tony. Ne sois pas égoïste. Nous allons diviser équitablement. Je me suis levé, la voix tremblante mais résolue. Non, je respecterai leur volonté. Ce n'est pas mon argent. C'est leur héritage. Dès que les mots sont sortis de ma bouche, tout le monde dans la famille m'a regardé comme un ennemi. Papa a pointé du doigt, tu le regretteras. Je vais porter plainte. Je montrerai à tout le monde des affaires votre visage faux et cupide. Tout le monde saura que vous êtes le voleur de l'héritage. Jason a hoché la tête. Oui, je posterai sur Facebook, Twitter. Tout le monde verra que vous êtes un bâtard ingrat. L'oncle Marc a souri froidement. Tu devrais réfléchir attentivement, Tony. Sinon, ta réputation s'effondrera. Je suis sorti du bureau, la tête me tournant à cause du choc. Le majordome Samuel marchait à mes côtés. Monsieur Tony, il vous avait préparé cela. Restez fort. Sur le chemin du retour, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, des messages de menaces de la famille. Jason a envoyé, tu es mort pour moi. Papa a texté, réfléchis fils. Sinon, ne me blâme pas d'être impitoyable. Mais je n'ai pas faibli. J'ai conduit jusqu'au ranch, maintenant le mien, et je me suis agenouillé devant leur tombe dans le jardin arrière. Je protégerai tout, ai-je murmuré, les larmes coulant. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, pensant à ce qui allait arriver. Ma famille, ma propre chair et mon sang, étaient devenus des ennemis. Leur mort n'était pas seulement une perte. C'était l'allumage d'une tempête. La bataille venait de commencer et je n'étais pas sûr de pouvoir gagner. Environ 10 jours après les funérailles de mes grands-parents paternels, j'ai décidé de m'installer définitivement à leur ranch, désormais sous ma propriété. J'ai fait mes bagages avec quelques essentiels, des vêtements,
un ordinateur portable et un vieux pistolet de mon époque militaire, juste au cas où. Sur le chemin, mon téléphone a vibré sans interruption. Des messages de Jason. Tu crois que tu as gagné? Je vais détruire ta vie. De papa. Réfléchis, Tony. Nous sommes du sang. Maman a appelé, sa voix étranglée. Fils, ne fais pas ça. Je n'en peux plus. J'ai éteint mon téléphone, me concentrant sur la route poussiéreuse rouge familière. Mon cœur battait la chamade, non pas par peur, mais par colère mêlée de tristesse. Comment pouvait-il transformer la douleur de la perte en une bataille pour l'argent comme ça? Quand je me suis garé devant le portail, le majordome Samuel Brox attendait sur le porche. Il avait plus de 60 ans, grand et mince, avec des cheveux argentés et des yeux gentils, maintenant fatigué, comme s'il portait un fardeau invisible comme le mien. Samuel était le majordome de mes grands-parents depuis que j'étais enfant, témoin de tout, des repas de famille chaleureux aux disputes tendues. Monsieur Tony, a-t-il appelé, sa voix profonde. Je savais que vous emménageriez ici un jour ou l'autre. Je l'ai serré dans mes bras, me sentant comme si j'embrassais un fragment de mémoire. Samuel, est-ce que tu sais quelque chose sur le testament? Je ressens une pression immense concernant l'héritage que mes grands-parents m'ont laissé. Monsieur Samuel a hoché la tête et m'a conduit à l'intérieur. L'odeur de pain et de pâtisserie flottait encore, me faisant étouffer. Nous nous sommes assis dans la cuisine où mamie avait l'habitude de préparer le thé, et Samuel a commencé à raconter. Sa voix était lente mais lourde, comme s'il dévoilait un secret longtemps caché. Vos grands-parents ont commencé à préparer ce plan il y a de nombreuses années, Monsieur Tony, a dit Samuel, en me versant une tasse de café fumante. Ils connaissaient bien le caractère de leurs enfants. Monsieur Walter me disait souvent que Johnny et Mark étaient nés avec un gène de la cupidité. Ils s'entre-déchiraient pour l'argent. Madame Margaret était plus triste. Elle a dit qu'ils devaient te protéger car tu étais leur seul espoir. J'écoutais, mon cœur battant la chamade. Il s'est avéré que mes grands-parents n'étaient pas seulement riches en argent, mais sages quant aux gens. Ils avaient anticipé les disputes après leur mort, les procès, les menaces, même la violence. Samuel a raconté qu'il y a environ 5 ans, lorsque papy a découvert que papa empruntait secrètement des fonds de l'entreprise pour des investissements personnels, il a décidé d'agir. Il ne voulait pas que l'héritage tombe entre les mains de ceux qui savaient seulement dépenser, a continué Samuel. Ils ont vu Jason suivre les traces de son père. L'oncle Mark envoyant des emails de loin pour demander des actions avec des promesses de partage. Et toi, tu étais le seul à venir nous voir sans rien demander. J'ai ressenti une vague d'émotion monter. Les souvenirs ont refait surface. Les après-midi où papy m'apprenait à conduire des camions. Mamie racontant les histoires de leurs débuts difficiles. Ils n'étaient pas facilement dupés. Ils observaient tout. Samuel m'a conduit au bureau de papy, une pièce sombre aux étagères poussiéreuses et un grand coffre-fort. Il l'a déverrouillé et a sorti une épaisse boîte de documents. C'est leur plan, a-t-il dit, sa voix tremblante. En commençant par le testament. J'ai feuilleté, mon cœur semblant s'arrêter. Le testament avait été mis à jour il y a 2 ans, le principal bénéficiaire étant passé des fils à moi seul, Anthony Carter. Mais ce n'était pas tout. 6 juin se trouvait une série de documents médicaux, des résultats d'évaluation cognitive de 3 médecins indépendants, confirmant tous que mes grands-parents étaient pleinement sains d'esprit. Samuel a expliqué, avec ces documents, votre famille ne peut pas les accuser d'être séniles ou fous lors du transfert des actifs à votre nom. Ils étaient complètement sains d'esprit lors de la modification du testament. Je me suis affaissé sur la chaise, mes mains tremblant alors que je tenais les papiers, l'anxiété mêlée à la gratitude. Avait-il pensé à tout cela? J'imaginais qu'il rendait visite au médecin, plaisantant, mais sérieux. Nous avons besoin de ces papiers pour protéger notre petit-fils. Samuel a continué, ce n'est que le début. La partie la plus importante est la fiducie de protection des actifs. Il m'a tendu une épaisse pile de documents remplis de clauses juridiques. J'ai parcouru, essayant de comprendre. Mes grands-parents avaient transféré la plupart de leurs actifs dans cette fiducie il y a 3 ans, liquidités, biens immobiliers comme le ranch et les entrepôts, actions de Blue East Star Logistics, d'une valeur totale de plus de 40 millions de dollars. J'étais l'unique bénéficiaire, mais pas pour dépenser librement. La fiducie stipulait clairement,
je ne pouvais retirer de l'argent ou utiliser les actifs que selon les objectifs qu'ils avaient fixés, maintenir et développer l'entreprise, faire de la charité pour les nécessiteux, entretenir la maison, soutenir la communauté locale. Pas de vente de terrain, pas d'investissement risqué, et absolument aucun transfert à quiconque, sauf si cela correspondait aux objectifs de la fiducie. Cela vous protège des pressions, a dit Samuel, ses yeux s'illuminant. Votre famille ne peut pas vous forcer à signer quoi que ce soit car vous ne possédez rien directement. La fiducie est supervisée par un conseil, y compris l'avocat Matthew et quelques associés de longue date. Si vous êtes tenté ou menacé, ils interviendront. J'ai poussé un soupir de soulagement, mais j'ai aussi ressenti le poids. Ce n'était pas mon argent. C'était un héritage à protéger. J'imaginais maman et papa débarquer pour mendier. Juste une partie, Tony. Mais maintenant, j'avais une raison légitime de refuser. Pas par égoïsme, mais par respect pour mes grands-parents. Samuel a souri tristement. Ils savaient que tu n'en abuserais pas. Ils ont dit que Tony utiliserait l'argent pour le bien, contrairement aux autres. Puis Samuel a ouvert un autre tiroir, en sortant une clé USB dans un journal intime. C'est la preuve, a-t-il murmuré comme s'il avait peur des espions. Le journal de papy détaillait les comportements cupides de la famille. Date où papa a emprunté $100 000 pour des investissements, mais a en fait acheté une voiture de luxe. Des emails de l'oncle Marc demandant des actions avec des promesses de partage. Des messages que Jason a envoyés à mamie demandant de l'argent pour un nouveau téléphone et oubliant de la remercier. Et des vidéos de caméras de sécurité, des scènes de papa se disputant avec papy pour de l'argent, le traitant d'avare. J'ai regardé, mon cœur se serrant, ma propre chair et mon propre sang. Comment pouvait-il être comme ça? Ils les ont gardés pour les rendre publics si nécessaire, a dit Samuel. S'ils vous poursuivent en justice ou vous diffament, utilisez ceci. Cela mettra fin à tout. La tension est montée alors que je pensais au jour à venir. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un appel d'un numéro inconnu, probablement un journaliste local informé par Jason. J'ai éteint mon téléphone, me concentrant sur Samuel. Y a-t-il autre chose? Ai-je demandé, la voix rauque. Il a hoché la tête. Le contrat de protection juridique. Il m'a tendu une copie de l'accord avec l'avocat Matthew, celui qui a lu le testament. Mes grands-parents avaient engagé Matthew il y a 4 ans, lui confiant tous les documents, le testament, les rapports médicaux, les preuves. Le contrat stipulait qu'après leur mort, Matthew gérerait tous les litiges en me représentant sans mon implication directe. C'est un vieil ami de Monsieur Walter, a raconté Samuel. Ils jouaient au golf ensemble. Matthew a promis de te protéger jusqu'au bout. J'ai appelé Matthew tout de suite. Sa voix au téléphone était ferme. Tony, ne t'inquiète pas. Nous avons des preuves inébranlables. Si la famille intente une action en justice, elle perdra de manière humiliante. Enfin, Samuel m'a conduit au garage où le système de sécurité était installé. C'est la dernière partie, a-t-il dit. Ils ont engagé votre propre entreprise de sécurité pour la protéger. J'ai été surprise. Des caméras partout, un coffre-fort électronique, des données stockées dans le cloud. Le contrat a été signé il y a 1 an, confiant à mon entreprise la gestion de tout, le coffre-fort de la maison, même les serveurs de l'entreprise. Quand ils sont décédés, le système vous a automatiquement transféré le contrôle, a expliqué Samuel. Personne ne peut entrer sans votre code. J'ai vérifié l'application sur mon téléphone. Tout était connecté. Mon cœur battait la chamade d'excitation. La famille pouvait se présenter à tout moment, mais maintenant j'avais une protection, du juridique au physique. Cette nuit-là, je me suis allongé sur le lit de papy, les pensées tourbillonnant sans fin. Leur plan était parfait au point d'être effrayant, comme un champ de bataille préétabli. Mais pourquoi devaient-ils faire cela? Par amour pour moi ou par déception envers leurs enfants? Les larmes sont retombées. Le lendemain matin, la tension a escaladé quand Jason a texté « Je sais que tu es au ranch. Je te retrouverai bientôt. » J'ai tout de suite appelé mon équipe de sécurité. Mike, renforce les gardes à la porte principale et sur les routes secondaires. Ma famille pourrait se présenter à tout moment. Mike, un ancien camarade de l'armée, a répondu brièvement. Bien reçu, chef. Nous sommes prêts.
Mon cœur battait plus vite, non pas par peur, mais par excitation mêlée de détermination. J'avais survécu à des batailles dans des déserts lointains où chaque seconde était une question de vie ou de mort. Maintenant, cette bataille se déroulait chez moi, avec ma propre chair et mon propre sang. Samuel est entré avec un plateau de petit déjeuner, du pain grillé et du café noir, comme mamie avait l'habitude de le faire. Monsieur Tony, mangez avant que ça refroidisse. La journée sera longue. Il s'est assis, ses yeux inquiets. Nous avons parlé de ce qui allait arriver. Samuel a partagé davantage sur mes grands-parents. Il disait souvent, si un différend survient, affrontez-le de front. Ne l'évitez pas, car l'évitement ne fait que laisser les méchants agir en toute impunité. J'ai hoché la tête, me souvenant des mots de papy. Mon fils, la vérité est l'arme la plus puissante. J'ai décidé de ne plus attendre. Si la famille voulait récupérer les actifs, j'allais transformer leur arrivée en une confrontation publique. Pas d'évitement, mais frapper directement à la source. J'ai immédiatement appelé l'avocat Matthew. Matthew, ma famille s'apprête à venir au ranch. Je veux organiser une réunion, pas seulement des disputes à vide, mais avec des témoins. Il a accepté tout de suite. Bien, Tony. J'apporterai tous les documents. Je connais un juge à la retraite, Monsieur Harlon, un vieil ami de Monsieur Walter. Il peut agir comme arbitre neutre. Je l'ai remercié, mon cœur se sentant un peu plus léger. Ensuite, il y a eu le shérif local, Monsieur Ramirez, quelqu'un que mes grands-parents avaient aidé lors de la construction de la caserne de pompiers locale. Tony, j'enverrai 2 agents au cas où les choses dégénéreraient, a-t-il dit, sa voix calme. Puis les témoins, quelques employés de longue date de Blue East Star Logistique, qui avaient vu papa emprunter de l'argent, et Samuel, bien sûr. Enfin, j'ai contacté les médias locaux, un journaliste du Dallas Morning News et une chaîne de télévision locale. C'est une histoire de différend successoral avec des preuves de cupidité, ai-je dit. Ils ont accepté de venir car les nouvelles sensationnelles sont toujours attrayantes. Les préparatifs ont pris toute la matinée. Je faisais les 100 pas dans la maison, vérifiant les systèmes de sécurité via l'application. Chaque angle était couvert. La porte principale, le garage, même le jardin arrière où se trouvaient les tombes de mes grands-parents. Mon personnel a installé des capteurs de mouvement supplémentaires, et Mike a rapporté, chef, s'ils essaient de pénétrer par effraction, l'alarme retentira. Je me sentais comme si je me préparais pour un véritable champ de bataille. Pas avec des armes et des balles, mais avec la vérité et la légalité. Mais au fond, j'étais triste. Comment les choses en étaient-elles arrivées là? Je me souvenais de mon enfance quand Jason et moi jouions au ranch, et que mes grands-parents riaient joyeusement. Maintenant, Jason était devenu un ennemi, prêt à me retrouver pour réclamer de l'argent. Vers midi, mon téléphone a vibré sans arrêt. Maman a appelé, Tony, fils, parlons-en. Je ne veux pas de poursuite judiciaire. Sa voix était faible, mais je savais qu'il y avait derrière la pression de papa et de Jason. Maman, si tu veux parler, viens au ranch. Mais tu dois respecter le testament, a-t-elle pleuré. Tu es trop têtu. Nous sommes une famille. J'ai raccroché, le cœur me faisant mal. L'oncle Marc a envoyé un email. Il n'était pas encore retourné en Angleterre, mais est resté à Dallas. Tony, ne complique pas les choses. Rencontrons-nous. Divisons équitablement. Équitablement? J'ai souri amèrement. Qu'est-ce qui était équitable quand ils avaient emprunté des centaines de milliers à mes grands-parents sans rembourser? Puis ils sont arrivés. Vers 15 heures, j'ai vu à travers les caméras, 2 voitures garées devant le portail, la voiture de maman et papa et la voiture de location de l'oncle Marc avec Jason à l'arrière. Ils sont sortis, les visages rougis par la colère. Papa a crié à travers le portail, « Ouvre le portail, Tony. Nous devons parler. » Jason a frappé à la porte de fer. « Ne sois pas un lâche. Sors. » Maman se tenait derrière, les yeux rouges. L'oncle Marc était plus calme, mais ses yeux étaient calculateurs. Le personnel de sécurité les a bloqués. Veuillez patienter. Le propriétaire va l'ouvrir. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai appuyé sur le bouton de la télécommande pour ouvrir le portail. Ils sont entrés comme un ouragan, se dirigeant droit vers la maison.
Samuel les a accueillis sur le porche. Veuillez venir au salon. Je me tenais là, les poings serrés, essayant de rester calme. Ils se sont assis sur le canapé où mes grands-parents avaient l'habitude de recevoir des invités. Papa a commencé tout de suite. Tony, pour qui te prends-tu? Ce testament est falsifié. Nous allons porter plainte et tu perdras tout. Jason a sauté, oui, j'ai posté là-dessus en ligne. Tout le monde t'appelle le voleur d'héritage. L'oncle Marc a souri. J'ai des avocats en Angleterre. Nous pouvons faire traîner cela pendant des années, Tony. Pourquoi ne pas signer le transfert? Nous gérons ensemble. Divisons équitablement. Maman a pleuré. Tony, pense à ta mère. L'entreprise de papa a des dettes. Nous avons besoin de l'argent. Je les ai regardés, mon cœur se tordant. C'était ma famille, les gens qui avaient autrefois partagé des repas, mais maintenant je ne voyais que la cupidité. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai dit, très bien, mais nous allons parler ouvertement. J'ai ouvert la porte arrière et tout le monde est entré. L'avocat Matthew avec sa mallette de documents. Le juge Harland, un vieil homme grand aux cheveux argentés. Le shérif Ramirez avec 2 officiers. Les témoins de l'entreprise. Et les journalistes avec leurs appareils d'enregistrement. Le salon est soudainement devenu bondé. Ma famille était stupéfaite. Papa bégaya. Qu'est-ce que c'est? Tu as appelé tout le village. Le visage de Jason est devenu pâle. Tu joues salement. Je me tenais au milieu, ma voix ferme. Je ne joue pas salement. C'est une confrontation. Mes grands-parents ont préparé des preuves et aujourd'hui tout le monde va les entendre. Matthew a commencé. Selon le testament et la fiducie, Tony est le bénéficiaire légal. Toutes les accusations d'insanité sont invalides grâce aux rapports médicaux. Monsieur Harland a hoché la tête. Je l'ai examiné. Le testament est solide. Puis ce fut mon tour. J'ai ouvert mon ordinateur portable, le connectant au grand écran, un appareil que papy utilisait pour les réunions d'entreprise. Maintenant, voyons les preuves qu'ils ont laissées. Mon cœur battait la chamade, excité comme avant une bataille. J'ai joué la première vidéo, une scène de papa se disputant avec papy il y a 2 ans. Tu es avare, tu prêtes de l'argent et tu demandes des intérêts. Le visage de papa est devenu violet. C'est privé. Mais j'ai continué, et voici le prêt de 150 000 $. Et papa a promis de rembourser en 6 mois, mais 2 ans plus tard, pas une trace. J'ai lu un email à voix haute. Johnny a emprunté pour un investissement immobilier mais a en fait acheté une voiture pour Jason. Jason s'est levé en sursaut. Mensonge, mais j'ai joué le message qu'il avait envoyé à mamie. Mamie, donne-moi 5 000 $ pour un téléphone. J'ai promis de rembourser, et la facture montrait qu'il ne l'avait pas fait. Maman a pleuré plus fort. Arrête, Tony. J'ai secoué la tête. Pas encore fini. L'oncle Marc a une conversation enregistrée avec toi. Quand il meurt, nous partagerons les actions équitablement. Le visage de l'oncle Marc est devenu vert. Tu m'espionnes? J'ai répondu, pas moi. Ils l'ont gardé pour se protéger. Et voici les images de la caméra de sécurité. Toi en train de fouiller dans le tiroir de papy l'année dernière. La pièce est tombée dans un silence de mort. Les journalistes écrivaient frénétiquement. Le shérif avait l'air sévère. J'ai continué à lire à voix haute chaque élément. Prêts impayés totalisant plus de 500 000 $, comportements frauduleux comme le détournement de fonds de l'entreprise familiale, insultes envers mes grands-parents, dépassés, avares. Samuel a témoigné, j'ai tout vu. Ils avaient le cœur brisé. Les employés de l'entreprise ont raconté, Monsieur Johnny a emprunté sur le fonds des employés, promis de rembourser, mais nous ne l'avons pas vu. Le juge Harland a interrompu. Ce sont des preuves claires de cupidité. Si cela va au tribunal, vous serez dans une position très désavantageuse. Ma famille était assise là, les visages pâles. Papa a murmuré, tu le regretteras. Jason a dit à voix haute, tu crois que tu as gagné? Ne rêve pas. Je les ai regardés droit dans les yeux. Si vous continuez à causer des problèmes, je rendrai tout public.
presse, médias sociaux, tribunal. Tout le monde connaîtra la vérité. L'atmosphère dans le salon était lourde, comme une tempête sur le point d'éclater. Je pouvais sentir les tremblements dans mes mains alors que je tenais la télécommande de l'écran, mais je ne me suis pas arrêté. C'était le moment de tout arrêter, pas par la violence, mais par la vérité et des limites claires. Le journaliste du Dallas Morning News écrivait frénétiquement, leurs appareils d'enregistrement cliquetaient comme un compte à rebours. Le shérif Ramirez se tenait dans un coin, ses yeux balayant tout le monde, prêt à intervenir si quelqu'un perdait son sang-froid. Ma mère était recroquevillée sur la chaise, les larmes coulant sur son visage, murmurant « Tony, pourquoi nous fais-tu ça ?» L'oncle Marc a gardé son calme fin, jetant un coup d'œil à sa montre comme s'il calculait son heure de vol pour retourner en Angleterre. Mais je savais que derrière cette façade se cachait la panique. Leur plan de division s'effondrait. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix ferme, même si mon cœur battait comme un tambour de guerre. Je ne voulais pas que les choses en arrivent là, ai-je dit, regardant droit dans les yeux de chacun d'eux. Mes grands-parents m'ont appris que la famille est importante, mais la famille doit être basée sur la confiance et le respect. Vous avez brisé cela il y a longtemps, mais je vous donne encore une dernière chance. Matthew, mon avocat, a hoché la tête et m'a tendu une pile de papier, un document que j'avais rédigé avec lui la nuit dernière après avoir examiné toutes les preuves. C'étaient les conditions d'accès à l'héritage, un accord simple mais inébranlable imprimé en noir sur blanc avec ma signature en bas. J'ai lu à voix haute, ma voix résonnant dans la pièce. Condition numéro 1, respecter le testament de Monsieur Walter et Madame Margaret Carter sans contestation du testament ou du fonds fiduciaire. Condition numéro 2, cesser toutes les menaces, diffamations, poursuites judiciaires sans fondement ou diffusion de rumeurs sur les médias sociaux et dans le monde des affaires. Condition numéro 3, restituer tous les objets emportés de la maison de mes grands-parents après leur décès. J'ai fait une pause, laissant les mots faire leur effet. Samuel a ajouté, sa voix tremblant mais résolue. J'ai répertorié les détails, Monsieur Tony. Les objets de valeur emportés de la maison comprennent le collier de perles de Mamie Margaret offert par un partenaire commercial à New York, un mémento de 30 ans de collaboration. Elle le chérissait car il symbolisait la confiance. Ensuite, la peinture antique d'un artiste local que Papy Walter avait acheté dans les années 70 et qui était accrochée dans le salon comme un rappel de leurs racines texanes. D'autres antiquités, un vase en porcelaine chinoise de collègues asiatiques, et la montre en or de Papy qu'il portait toute sa vie, gravée du nom de Mamie. Tout cela avait été filmé par des caméras, pas un vol ordinaire, mais un emprunt sans retour. La pièce est tombée dans un silence de mort. Le visage de Jason est devenu rouge, détournant maladroitement le regard. Papa a serré les dents. Ce n'était que des souvenirs. Mais je savais mieux. Ces objets valaient des centaines de milliers de dollars et il les avait pris comme s'ils leur appartenaient. J'ai continué à lire. Toute personne qui signe ce document sera considérée pour un soutien de l'héritage, pas des distributions de fonds arbitraires, mais selon les objectifs fixés par mes grands-parents, la charité, le soutien à la communauté locale, ou l'expansion des entreprises avec des plans clairs et transparents. Je vais l'examiner sous la supervision du fonds fiduciaire. Matthew a ajouté, ceci est légal et bénéfique pour tout le monde si vous coopérez. Je les ai regardés, espérant une étincelle. Peut-être que maman signerait ou que l'oncle Marc reconsidérerait. Mais alors, la partie la plus importante, toute personne qui ne signe pas sera complètement exclue. Pas d'entrée au ranch, pas de contact avec Blue East Star Logistique, pas un sou de l'héritage. Et j'utiliserai toutes les preuves, journaux intimes, vidéos, emails pour intenter une action en justice, y compris pour vol de biens. Mon cœur battait plus vite, attendant avec anxiété leur réaction. C'était une épée à double tranchant, leur offrant une issue, mais aussi la limite finale. Le journaliste a demandé, « Monsieur Tony, ce document a-t-il une valeur juridique ?» Matthew a hoché la tête. « Oui, et nous le notarierons aujourd'hui si nécessaire. » Ma famille échangeait des regards, murmurant. Maman a pris le papier, ses mains tremblant. « Tony, maman peut signer. Je ne veux pas te perdre. » Mais papa l'a repris. « Ne fais pas ça, Diane. C'est un piège. Nous n'avons pas besoin de supplier ce petit merdeux. » Jason s'est levé en sursaut. « Je ne signerai pas. Tu crois que j'ai besoin de ton argent de charité ? Je m'en sortirai tout seul. » L'oncle Marc a souri froidement.
Tony, tu es trop naïf. Je vais porter plainte depuis l'Angleterre, et nous verrons qui gagne. Ils ont refusé. Maman, papa et Jason sont sortis en trombe de colère sans dire au revoir. Papa a claqué la porte si fort que le verre a vibré. Tu seras seul à vie, Tony. Jason s'est retourné et a crié, attends un peu. Je vais détruire ta réputation. Maman m'a jeté un dernier regard, les larmes coulant. Fils, avant d'être entraîné. L'oncle Marc est parti calmement vers sa voiture, mais ses yeux promettaient vengeance. Le salon est soudainement devenu vide, avec seulement le soupir de Samuel et le journaliste qui griffonnait. Le juge Harland m'a tapoté l'épaule. Tu as fait ce qu'il fallait, Tony. Ils ont choisi leur propre chemin. Mais mon cœur était lourd. Ce n'était pas une victoire, mais une perte. La famille brisée, et c'était moi qui tenais le couteau. Je n'ai pas attendu. Cet après-midi même, je suis allé au bureau du shérif Ramirez. Je veux déposer une plainte, ai-je dit, en lui tendant le dossier que Samuel avait préparé. Une liste des objets manquants. Des vidéos de caméra montrant Jason emportant le tableau. Papa attrapant la montre. Maman portant le collier de perles hors de la maison après les funérailles. C'est du vol de biens, ai-je expliqué, la voix rauque. Ramirez a hoché la tête. Nous nous en occuperons. Avec ces preuves, l'affaire sera résolue rapidement. Mathieu est arrivé, ajoutant, et nous demanderons des compensations et des excuses publiques. Sur le chemin du retour, mon téléphone a vibré. Un message de Jason. Tu portes vraiment plainte? Je te déteste. J'ai éteint mon téléphone, les larmes coulant, l'anxiété mêlée de peur. Vont-ils riposter? Mais je me suis souvenu des mots de papy. Mon fils, les principes sont tout. Dans les jours qui ont suivi, la tension a monté. La presse a rapporté, la famille Carter en difficulté. Tony poursuit ses proches pour l'héritage volé. Les amis appelaient pour me soutenir, mais il y avait aussi de mauvaises rumeurs de Jason sur les médias sociaux. Il a posté, me traitant de cruel. J'ai répondu publiquement par l'intermédiaire de mon avocat. La vérité prévaudra. Maman a appelé, en pleurant. Tony, retire la plainte, mon fils. Mais j'ai refusé. Maman, signe le document et tout s'arrêtera. Elle a raccroché et depuis, le silence. L'oncle Marc a envoyé des menaces par email de poursuites judiciaires internationales, mais Mathieu a ri. Ils n'ont aucune base juridique. J'ai passé du temps au ranch à me promener dans le jardin, pensant à mes grands-parents. Les objets volés, pas seulement leur valeur monétaire, mais leurs souvenirs. Le collier de perles que mamie portait au mariage de son fils. Le tableau que papy avait acheté lors d'une foire locale. Samuel a raconté. Il les chérissait car ils étaient des cadeaux d'amis et de collègues, des symboles de confiance. J'ai pleuré mais suis resté déterminé. Le procès a commencé. Assignation au tribunal, preuves présentées. Maman, papa et Jason sont apparus, les hagards. Le juge a regardé les vidéos. C'est clairement un vol. Ils ont été forcés de restituer les objets et de payer les frais de justice. Jason a crié au tribunal, « Je ne te pardonnerai jamais ». Mais ils ont perdu. Après le procès, je me suis senti vide. La famille a cessé de me contacter. Mais j'avais Samuel, Mathieu et l'héritage de mes grands-parents. J'ai commencé à respecter les volontés de la fiducie, à soutenir la communauté. Mais tard le soir, je restais éveillé, me demandant, reviendront-ils un jour? La tension persistait encore. Mais j'étais plus forte. C'était la leçon. La famille, ce n'est pas le sang, mais le choix. Dans les jours qui ont suivi le procès, le ranch est devenu mon sanctuaire. Pas seulement une maison, mais un rappel vivant de mes grands-parents. Je me promenais dans le jardin où mamie avait autrefois entretenu les roseraies et je me tenais devant leur tombe, murmurant, j'essaie, papy et mamie. Chaque pas sur cette terre semblait m'infuser de force, mais cela pesait aussi lourdement sur mon cœur. Les objets volés, le collier de perles, le tableau ancien, la montre en or avaient été renvoyés par la poste, accompagnés d'un bout de papier de Jason. Je te déteste. J'ai regardé ces objets, les replaçant soigneusement sur l'étagère du salon où ils appartenaient. Pas pour leur valeur monétaire,
mais parce que c'étaient des souvenirs, des symboles de la confiance de mes grands-parents envers leurs amis et collègues. Mais la joie était incomplète. Maman a envoyé une lettre manuscrite. Son écriture tremblante. Mon fils, je le regrette. Mais elle n'a pas signé le document de condition, et je savais que le regret n'était que des mots prononcés par désespoir. J'ai décidé de ne pas laisser le chagrin me noyer. Mes grands-parents avaient laissé le fonds fiduciaire, non pas pour que je vive dans le regret, mais pour créer quelque chose de bon. Un matin, je me suis assise avec Samuel et Mathieu dans le bureau de papy, discutant de l'avenir. Nous devons honorer leur volonté, ai-je dit, ma voix résolue. Ils voulaient que cette succession aide les autres, les vétérans, les étudiants pauvres, les employés de l'entreprise. Mathieu a hoché la tête, feuilletant les documents de la fiducie. 20% des bénéfices annuels pour la charité, 30% pour maintenir Blue East Star Logistique, le reste pour l'entretien des propriétés et les investissements contrôlés. Comment veux-tu commencer? J'ai immédiatement pensé à mes années militaires. Les camarades qui ont eu du mal après leur démobilisation, sans abri et sans emploi, et les enfants de la ville qui marchaient des kilomètres pour aller à l'école parce que leur famille ne pouvait pas payer le transport. Créons une fondation, ai-je dit. La fondation Walter et Margaret Carter pour les vétérans, les étudiants pauvres et les employés de l'entreprise. Samuel a souri, ses yeux s'illuminant. Excellente idée, monsieur Tony. Il serait fier. Nous nous sommes mis au travail immédiatement. Mathieu a contacté des experts financiers pour établir la fondation, en veillant à ce que toutes les dépenses soient transparentes et conformes aux objectifs. J'ai passé toute la semaine à rencontrer les employés de Blue Star Logistique, ceux qui avaient travaillé pour mes grands-parents pendant des décennies. Ils ont partagé des histoires sur papy qui payait toujours les salaires à temps et sur mamie qui organisait des fêtes de Noël pour les familles des employés. Nous te faisons confiance, Tony, a dit un chef d'entrepôt. Tu es comme monsieur Walter. Sévère mais juste. J'ai souri, mais mon cœur était lourd. Je ne voulais pas être juste un héritier. Je voulais amplifier leur valeur. La fondation Walter et Margaret Carter est née un mois plus tard avec une cérémonie d'inauguration juste au ranch. J'ai conservé la maison intacte. De la peinture antique au mur à la chaise où papy avait l'habitude de s'asseoir, ce n'était pas seulement une maison, mais un centre communautaire, le bureau de la fondation. Nous avons organisé le premier événement en décernant des bourses à 20 étudiants pauvres de la ville. Les enfants se tenaient dans la cour, leurs yeux brillants en recevant des livres et une aide financière. Une petite fille d'environ 10 ans m'a serré dans ses bras. Je vais étudier très dur, oncle Tony. J'ai eu la gorge nouée, me souvenant des mots de mamie. L'éducation est la porte de sortie de la pauvreté, Tony. Ce soir-là, nous avons organisé une petite fête, invitant aussi les vétérans locaux. Je me tenais parmi eux, racontant des histoires sur mes grands-parents et leurs rêves. Tout le monde a applaudi, mais mes yeux piquaient. C'était la première fois que je ressentais vraiment le sens de l'héritage. Pas l'argent, mais changer des vies. Parallèlement, j'ai développé mon entreprise de sécurité. Blue East Star Logistique avait besoin d'une meilleure protection, surtout après les menaces de ma famille. J'ai collaboré avec leur entreprise, en installant des systèmes de caméras modernes, en formant du nouveau personnel et en assurant des avantages aux anciens employés. Linda, une employée de longue date qui avait travaillé avec mamie, m'a tenu la main. Vous gardez cette entreprise en vie comme il le voulait. J'ai augmenté les salaires, ouvert un fonds de bien-être, et me suis engagé à ne pas licencier juste pour le profit. Mon entreprise de sécurité s'est développée rapidement, acceptant plus de contrats d'entreprise locale. Mais je rappelais toujours au personnel, nous protégeons la confiance, pas seulement les actifs. Au fil du temps, le ranch est devenu un centre dynamique. J'ai organisé des événements communautaires, des marchés de producteurs, des cours de compétences pour les vétérans, des soirées cinéma en plein air pour les enfants. Chaque fois que je voyais la foule rire et discuter, c'était comme si je pouvais voir mes grands-parents assis là, souriant. Samuel est devenu mon bras droit, m'aidant dans la gestion. Tu fais mieux qu'ils ne l'ont jamais espéré, a-t-il dit un soir alors que nous étions assis au coin du feu. J'ai secoué la tête. Je les suis juste, Samuel. Mais au fond de moi, je savais que je construisais l'héritage. Pas seulement en le protégeant, mais en l'étendant. Puis, comme je le craignais, la famille est revenue. Environ 6 mois après le procès, l'entreprise immobilière de papa s'est effondrée.
J'ai appris par un ami. Papa avait emprunté à des usuriers pour la sauver, mais il avait échoué. Jason était poursuivi pour fraude financière. Il avait emprunté de l'argent à des partenaires sans rembourser. Maman a appelé en premier, sa voix faible. Tony, maman a besoin d'aide. L'entreprise de papa est en faillite. Nous n'avons plus rien. Je me suis assise dans le bureau, regardant la photo de mes grands-parents sur le bureau, mon cœur se serrant. Maman, j'ai défini les conditions. Respectez le testament. Rendez ce qui a été pris. Arrêtez les menaces. Elle a pleuré. Je n'ai plus la force de discuter. J'ai raccroché, mes mains tremblant. Jason a ensuite texté, Tony, j'ai eu tort. Donne-moi une chance. J'ai juste besoin de 10 000 $ pour rembourser mes dettes. Je n'ai pas répondu. L'oncle Mark m'a appelé d'Angleterre. Tony, je suis sur le point de faire faillite. Juste une petite somme de l'héritage et je n'intenterai plus de poursuite. J'ai souri amèrement. Il pensait toujours que j'étais facilement influençable. Je les ai tous refusés, citant les conditions. Si vous voulez du soutien, signez et faites ce qu'il faut, ai-je dit à maman lors du dernier appel. Elle s'est tue, puis a raccroché, mais ils n'ont pas arrêté. Une semaine plus tard, Jason a posté sur les médias sociaux, me traitant d'impitoyable, abandonnant sa famille et les temps difficiles. Certains tabloïds ont sauté dessus avec des titres vulgaires. Tony Carter, le millionnaire, refuse d'aider ses parents. Je l'ai lu et j'ai senti mon sang bouillir. Il ne s'était pas excusé, n'avait pas signé le document, voulait juste utiliser la pression publique pour me forcer. J'ai appelé Matthew et Samuel. Rien, faisons tout rendre public une dernière fois. Nous avons organisé une deuxième conférence de presse au ranch, invitant les principaux médias comme le Dallas Morning News et des chaînes d'information nationales. Devant des dizaines de journalistes, j'ai diffusé des vidéos. Papa criant au visage de papy, le traitant d'avare. Jason demandant de l'argent pour acheter une voiture et oubliant de rembourser. L'oncle Mark complotant pour diviser les actifs. J'ai lu à voix haute le journal intime de mes grands-parents. Johnny, Jason, Mark. Ils ne veulent que de l'argent, pas de famille. Samuel a témoigné, sa voix étranglée. Ils avaient le cœur brisé de voir la cupidité de leurs enfants. Cette fois, l'opinion publique s'est entièrement tournée vers moi. De nouveaux articles dans le Dallas Morning News. Tony Carter protège l'héritage avec honneur. Les médias sociaux se sont mobilisés. Jason a été lourdement critiqué et a dû verrouiller son compte. L'oncle Mark a cessé de répondre aux interviews. Maman a appelé une dernière fois, sa voix lasse. Tony, je suis désolé, mais je ne peux pas convaincre ton père. J'ai répondu, tu sais, j'ai essayé. Ce fut la dernière fois que nous avons parlé. Il n'avait plus de tour d'extorsion ou de diffamation. L'héritage était protégé, non seulement légalement, mais par la vérité. J'ai progressivement compris la leçon la plus profonde que mes grands-parents m'avaient laissée. La famille, ce ne sont pas toujours les liens du sang. Samuel, Matthew, les employés de l'entreprise, les étudiants boursiers, les vétérans qui retrouvent espoir. C'était ma famille, partageant des valeurs et un respect mutuel. Un soir, alors que j'organisais une fête en plein air pour la communauté, observant tout le monde rire sous les lumières, j'ai senti mes grands-parents là, souriant. Je me suis levé, levant mon verre. Merci à tous de maintenir l'héritage de Walter et Margaret Carter en vie. Les applaudissements ont retenti, et j'ai su que j'avais fait ce qu'il fallait. Le message de cette histoire n'est pas dans les 40 millions de dollars. Le véritable pouvoir, c'est de rester ferme sur les principes et l'honneur, quel qu'en soit le prix. J'ai perdu ma famille de sang, mais j'en ai trouvé une vraie. Ceux qui construisent un monde meilleur avec moi. Je me couche chaque soir, plus inquiet, mais avec gratitude. Mes grands-parents m'ont appris à me tenir droite, et je continuerai pour eux, pour moi-même, et pour ceux qui croient en moi.